Après la plus grosse liquidation que nous avons connue il y a près de 10 jours, le marché crypto a beaucoup ralenti. Bitcoin s'est pas mal aplati alors que les altcoins sont rentrés dans une mini dépression. Aujourd'hui, nous allons voir exactement ce qu'il se passe sur le marché, quelles sont les dernières actualités et où sommes-nous dans ce cycle. Est-ce que nous sommes au top de marché et nous allons partir en bear market, ou alors reste-t-il du temps pour aller chercher plus haut? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'ai mis des informations un petit peu éparpillées entre les actualités, l'analyse du sentiment, l'analyse macroéconomique et les graphiques que nous verrons en dernier. Après cette vidéo, je pense que tu comprendras beaucoup mieux où nous sommes dans le cycle. Et je t'invite à me dire en commentaire directement ce que tu en penses. Aussi, avant de commencer, pense à t'abonner et à liker, ça aide beaucoup à nous développer et je t'en serai fortement reconnaissant. Si tu veux démarrer l'investissement en crypto, j'ai créé une formation 100% gratuite. Tu peux te la procurer directement en description ou en scannant ce QR code. Allez, on commence directement avec Kanye West qui a annoncé sur son Twitter qu'il avait refusé une campagne pour faire un meme coin. Donc là, c'est juste un petit peu un point prévention dans lequel on va essayer de voir surtout que les célébrités, elles sont vraiment néfastes et surtout quand elles promotent des meme coins. On a pensé notamment à Iggy Azalea qui avait fait un meme coin en juillet. Et là, on peut voir quand même qu'il y a des célébrités qui ont un peu de morale et d'honneur. Donc bon, malgré tout ce qu'il y a autour de Kanye West, on va voir qu'il y a au moins une bonne chose qui est fait qu'il n'accepte pas 2 millions seulement pour scam sa communauté. Donc faites attention avec ça, avec les meme coins de célébrités. Ça peut être vraiment dévastateur. Alors, on va commencer aussi avec FTX qui annonce rembourser 16 milliards aux personnes qui ont perdu de l'argent lors de la faillite. Et que ça va commencer le 18 février. Donc dans une semaine tout pile, et ils vont distribuer entre 6,5 et 7 milliards de dollars. Donc où est-ce que cet argent va passer? Potentiellement va retourner dans le marché, donc ça pourrait faire une bonne pression acheteuse. Il faudra voir un petit peu ce qu'il en sera. Maintenant, c'est possible que le marché l'anticipe et on pourrait avoir une petite relance haussière avec ce petit capital neuf qui va revenir dans les cryptos. Bon, potentiellement tout n'ira pas en crypto, certains sont sûrement dégoûtés et ne veulent plus avoir affaire à la crypto, mais c'est possible qu'il y ait un petit peu. Est-ce que ça sera assez pour faire bouger le marché? Je pense pas. Mais ça pourrait faire quelques petites bougies vertes, mine de rien. Effectivement, la semaine dernière, on avait parlé de la conférence du CryptoStar. Et donc, du coup, en gros, ce qui s'en est dit, c'est qu'ils évaluent le fait de mettre une réserve en Bitcoin. Et donc, ça va se faire peut-être dans les semaines qui arrivent. Potentiellement, ça sera fait parce que ça m'étonnerait qu'ils passent des mois à réfléchir au sujet pour à la fin dire non. Trump parle de Bitcoin depuis maintenant presque un an. Donc j'ai envie de te dire que ça va vraiment arriver assez vite. Également, ce qui est positif, c'est qu'ils veulent vraiment faire à l'opposé de la dernière administration sous Biden qui était vraiment néfaste pour la crypto. Et donc là, ça devrait vraiment accélérer toute l'innovation autour de la crypto, préparer un petit peu tout ce terrain-là avec une régulation qui soit claire, qui permette aux entreprises de se développer. Sur le côté stablecoin, ça peut vraiment aider le dollar à gagner encore plus en dominance, sachant que le dollar, c'est quand même la monnaie qui est la plus dominante au monde, toutes les monnaies sont adossées au dollar. Et bien avec un stablecoin, ça serait encore plus facile d'échanger du dollar. En plus, sur la blockchain, donc tout est traçable, avec des entreprises comme Tether ou alors Circle qui vont permettre par exemple de geler des dollars en l'espace de 2 secondes. Donc ça pourrait vraiment être une arme encore plus forte pour les Américains. Je pense que l'administration de Trump l'a très bien compris et elle va tout faire pour que ça se mette en place. Donc clairement, là, ce qu'il dit, c'est ce que Trump disait également, c'est qu'ils veulent créer un âge d'or sur la crypto et je pense que ça va se faire petit à petit. Maintenant, il faut être patient, ça va arriver. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Et surtout, il faudra évaluer comment le marché réagit. Est-ce que le marché il va pricer avant que tout ça soit annoncé? Est-ce que ça fera office de top? Ça, c'est les choses qu'il faudra regarder dans le futur. Donc, du coup, on avait Tom Dunleavy qui nous disait donc est-ce qu'on pense qu'ils vont étudier tout ça pendant 6 mois pour nous dire non, finalement c'est de la merde, on va pas prendre? Potentiellement que non. Donc clairement, on est proche de quelque chose qui va se passer. Maintenant, on n'a pas encore la certitude à 100%. Et les prochains mois, comme je te disais, vont être vraiment déterminants. Alors là, j'ai pris un petit graphique pour comparer 2 cycles. Donc le cycle de 2015 et 2018 à celui d'aujourd'hui, depuis 2022. Et on peut voir quand même qu'on a quelque chose qui est très très similaire. Et ce qui est drôle, c'est que 2015-2018, c'était aussi le mandat de Trump qui est arrivé en 2016 à la présidence. Clairement, pour l'instant, ça suit exactement pareil. Donc, est-ce que ça va s'accélérer petit à petit? C'est possible que oui. En tout cas, il y a pas mal de choses intéressantes qu'on va voir, notamment aussi sur le côté macro, qui pourraient montrer qu'on pourrait aller beaucoup plus loin et que en fait, on est vraiment dans ce petit moment de doute, de peur, d'incertitude
qui va permettre aux cryptos d'aller plus loin. Mais surtout, côté macro, il va falloir vraiment qu'il y ait des choses qui se décantent et ça, on le verra après. Au niveau des ETF, on a des nouvelles, par exemple de l'ETF Litecoin, l'ETF Solana, Dogecoin. Litecoin et Dogecoin qui devraient être acceptés avec les plus hauts taux. Donc 90% pour Litecoin, 75% pour Dogecoin, 70% pour Solana, 65% pour XRP qui devrait être accepté en 2025. Donc il n'y a plus qu'à attendre la nouvelle, tout simplement. Je t'en parlais déjà dans des revues de presse précédentes. Et au final, Solana, ça devrait arriver maximum en août. Donc plutôt positif. On va voir ce qu'il en sera. Au niveau des entrées sur les ETF Bitcoin, on peut voir que ça a bien ralenti depuis le 4 février, depuis la dernière fois qu'on a fait la revue de presse. On avait donc un plus 340 millions et puis depuis, c'est vraiment tout petit, c'est pas grand chose. Plus d'entrées que de sorties quand même depuis une semaine, mais on peut voir quand même que ça se ralentit. Et on le voit aussi au niveau du prix de BTC qui s'aplatit pas mal. On a passé 4 jours à l'horizontale et donc on attendra quand même de nouvelles entrées pour aller chercher plus haut. Par contre, par rapport à Ethereum, on a une grosse bougie où on a eu pas mal d'accumulation sur l'ETF. Plus 307 millions d'USD. Donc on est sur la troisième plus grosse accumulation sur l'ETF depuis le début du lancement de cet ETF. Donc c'est très positif. La dernière fois qu'on avait une grosse bougie comme ça, c'était vraiment avant le pump qui était à partir de novembre, tout simplement. Donc est-ce que ça promet de belles choses? Peut-être. En tout cas, on peut voir que malgré le dump d'Ethereum qui est venu chercher même les 2005, les institutionnels, eux, en accumulent. Et avec notamment le fils de Trump qui a dit qu'il fallait en acheter. Donc potentiellement, ça peut être lié également. Au niveau des recherches par rapport aux mentions de bear market sur Twitter. Alors là, on en a de plus en plus. Donc les gens sont en train un petit peu de s'affoler. Là, on peut voir que la date, c'était janvier. Ouais, janvier. Depuis janvier, on peut voir que ça s'accélère. Donc clairement, plus il va y avoir les gens qui vont avoir un sentiment négatif sur la crypto et plus on aura peut-être tendance à faire l'opposé. Je dis pas qu'on n'est pas en train de rentrer en bear market, mais en tout cas on peut pas le savoir. Mais plus les gens s'affolent et plus c'est bon signe. En général, le bear market il arrive quand tout le monde est en euphorie. Pour l'instant, il n'y a personne qui est en euphorie. Tout le monde est en train de partir en désespoir, notamment sur les altcoins qui ont beaucoup ramassé. On verra ça juste après également. Et là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a vraiment une grosse déconnexion entre les retail et les professionnels. Ça je t'en parle à toutes les semaines. Et en fait, il y a toujours des news bullish sur le côté institutionnel. Par exemple, les États qui vont accepter Bitcoin, des fonds d'investissement qui investissent dans Bitcoin, certains qui sont bullish sur Ethereum, sur Solana, etc. Alors qu'à côté, les retail, eux, ils sont totalement perdus avec un sentiment qui est l'un des pires qu'on a eu récemment. Bon, ça se joue également sur le fait que les retail sont vraiment ultra dégènes et qui vont que sur des altcoins. Mais on peut voir vraiment qu'il y a deux mondes séparés entre les gens qui veulent vraiment make it rapidement en allant sur les altcoins, en prenant énormément de risques et potentiellement en perdant aussi beaucoup d'argent. Et le côté institutionnel qui, eux, sont en train de rentrer un petit peu entre guillemets pour la tech parce que Bitcoin, c'est le produit qu'il est. Pas besoin de se faire un résumé. Et donc, c'est là que ces personnes-là sont bullish, sont presque avides d'en accumuler. Donc on voit vraiment deux mondes séparés et c'est quand même drôle à observer. J'aimerais bien voir ce que ça va donner sur les mois prochains. Alors là, j'ai récupéré une petite charte, elle est plutôt sympa et en fait ça représente exactement ce que je te disais par rapport à Bitcoin et aux alts. Donc le Bitcoin, on est plus sur de l'optimisme, sur du belief en termes de psychologie sur le marché, alors que les alts, on est carrément en dépression actuellement en venant chercher des plus bas qu'on n'a pas fait depuis même cet été, on ne les a pas fait. Donc clairement, c'est possible qu'on ait cette continuation haussière sur BTC. Mais si les altcoins ont des cycles plus rapides dans ce cycle-là, on pourrait très bien revoir les altcoins repartir rapidement avant de connaître une nouvelle période d'euphorie qui serait potentiellement la saison. Maintenant, quand c'est que ça va arriver, c'est une bonne question. Au niveau des recherches, on est toujours sur quelque chose d'assez identique avec Bitcoin, crypto qui a ralenti un petit peu. Crypto qui n'a pas tant ralenti que ça au final depuis décembre. En janvier, en tout cas, c'est resté sur quelque chose d'assez stable. Par contre, sur Bitcoin, ça a bien ralenti. Moi, personnellement, ce que j'attends, c'est vraiment d'aller chercher beaucoup plus haut parce qu'avec toutes les nouvelles qu'on a, tous les institutionnels, les pays qui sont en train de s'intéresser à Bitcoin, je vois pas pourquoi, je vois pas dans quel monde, en fait, Bitcoin n'irait pas chercher un plus haut sur le sentiment et sur les recherches sur Google, notamment lorsqu'ils vont annoncer enfin cette réserve stratégique en Bitcoin. Je peux te dire que ça va faire le tour du monde, ça va faire beaucoup de bruit. Et à ce moment-là, il y a moyen qu'on vienne vraiment sur des recherches exponentielles par rapport à ça et qu'on vienne casser les hauts de 2021 et pourquoi pas même faire plus de recherches que le top de 2017. Clairement, moi, c'est ça que j'attends. Pour l'instant, je pense qu'on est vraiment toujours dans le cycle normal. Ça se complexifie forcément parce qu'il y a des institutionnels, il y a des gens en plus. On n'est plus tout seul. C'est beaucoup plus complexe comme jeu. C'est vraiment un PVP avec
avec les meilleurs traders du monde, les meilleurs analystes, etc. Donc il faut vraiment s'accrocher, mais je pense que la partie est loin d'être terminée. Au niveau du Fahrenheit, ça confirme également. On peut voir qu'on est sur du 47. Hier, on était sur du 43. Donc on peut voir qu'on a un mois dernier qui était à 62. Donc c'est pas non plus euphorique comme on a pu connaître. Là, ça se calme pas mal. On est dans du neutre, on a été dans de la peur. On peut le voir aussi sur le graphique, on a bien descendu. Et finalement, c'est ce sentiment qu'on veut voir pour essayer peut-être d'aller plus loin, d'aller plus haut. Maintenant, rien n'empêche le fait qu'on puisse avoir toujours une baisse encore plus basse pour venir créer encore plus de peur, rentrer peut-être dans l'extrême peur, un peu comme on avait eu en septembre. Donc, à voir un petit peu ce que ça en dira, mais pour l'instant, le sentiment commence à se calmer et ça, c'est plutôt positif. Au niveau des liquidations, donc là, on peut voir qu'il y a pas mal de liquidités qui sont accumulées en dessous. Donc, franchement, ça te baisse un petit peu éclair, j'ai envie de te dire, pour vraiment se faire. Surtout pour venir liquider les 86 000 à 84 000, je pense. Faut même aller chercher un petit peu plus bas vers les 80 000. J'ai un doute quand même qu'on aille chercher l'ancien ETH. C'est pour moi quelque chose qu'on n'ira pas chercher. Je te montrerai ça après sur les graphiques. Mais c'est quelque chose de possible qu'on aille chercher encore un peu plus bas. Surtout avec l'incertitude autour des tarifs avec la Chine, etc. Cette guerre commerciale. Donc là, il va falloir se méfier un petit peu par rapport à ça à court terme. Mais bon, à long terme, c'est toujours quand même assez positif. Au niveau des funding rates, il n'y a pas grand chose à ajouter. On n'est pas en surchauffe. Donc pour l'instant, on peut dire RAS. Au niveau de la macro, on avait des choses assez intéressantes cette semaine. Alors aujourd'hui, on avait Powell qui a parlé notamment pour la Fed. Donc ça, on va en parler juste après. J'ai relevé quelques phrases intéressantes qu'on va décrypter. Demain, on a l'inflation CPI. On a encore Powell qui parle, donc ce sera aussi intéressant. Il va notamment parler sûrement de l'inflation et peut-être qu'il va nous donner des indices par rapport à là où on va aller par la suite. On a également l'inflation PPI qui va être intéressante à surveiller. Donc là, l'inflation autour des entreprises. Très intéressante. Et les ventes de retail, donc ça pourra être aussi intéressant à voir. On en parlera de tout ça la semaine prochaine. Et on va faire un point sur le macro maintenant. Donc au niveau des taux d'intérêt, pour l'instant, le marché, il a quand même pricé le fait qu'on ne changera pas de taux d'intérêt avant septembre. Donc ça a pas mal changé depuis la semaine dernière. Donc à 95%, il n'y aura pas de baisse des taux en mars. 80%, pas de baisse des taux en mai. Et à 50%, donc là, c'est vraiment de l'incertitude, en juin, qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Donc ça, comme je te dis à chaque fois, de toute manière, il faut le voir au jour le jour. Donc clairement, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. On n'a pas besoin forcément d'avoir une baisse des taux absolue pour avoir un marché qui monte. Et par contre, le fait que l'inflation puisse baisser fortement pourrait accélérer le fait qu'on rentre dans une baisse des taux. Mais ça, on va en parler juste après. Au niveau de la baisse des taux toujours, on a la Banque d'Angleterre qui a commencé à baisser ses taux d'intérêt encore une fois. Et ça me rappelle vraiment un pattern qu'on a eu l'année dernière où au final, toutes les banques centrales ont commencé à baisser les taux d'intérêt avant la Fed. Ils ont anticipé un petit peu le mouvement de la Fed. On a eu la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Canada. Maintenant, on a la Banque centrale d'Angleterre. Donc pour moi, clairement, la Fed seront les prochains à baisser les taux. Maintenant, quand est-ce que ça va être c'est la question qu'on se pose tous, forcément. Moi, personnellement, j'ai une petite faveur pour mai, mais bon, pour l'instant, le marché n'est pas vraiment d'accord, donc on verra ce qu'il en sera. Alors là, je vais te présenter maintenant un petit outil toutes les semaines, c'est l'inflation avec Trueflation. Donc c'est un outil qui calcule l'inflation de manière différente de la Fed, mais qui en général se trompe rarement. Donc là, on aurait une baisse assez forte de l'inflation. On était à 2,7% le 31 janvier et on devrait baisser là actuellement à 2,11%. Sachant que le gouvernement, eux, reporte 2,9%. Et pour la prochaine attente de l'inflation qui sera donc demain, eh bien, ils attendent toujours 2,9%. Donc, à voir est-ce qu'on sera en dessous ou est-ce qu'on sera toujours proche de 2,9%. J'ai vu que Trueflation, eux, anticipaient entre 2,6 et 2,8%. Potentiellement, on pourrait avoir une baisse de l'inflation. Donc, si on a une baisse de l'inflation, ça pourra vraiment être positif pour le marché. Le marché va vraiment l'accepter assez positivement et ça pourrait continuer à donner un petit peu de baume au cœur sur le marché, voire un petit peu de bougie verte. Donc, on verra tout ça demain. En tout cas pour ceux qui sont dans le Discord. Et sinon, on en parlera la semaine prochaine dans la prochaine revue de presse. Au niveau de l'emploi aux États-Unis, on a le taux de chômage qui a baissé à 4,0%. Alors qu'on était dans des attentes à 4,1%. On était sur du 4,1% précédemment. Donc c'est très encourageant. Ça montre que l'économie américaine, le marché du travail est toujours assez solide. Par contre, on a ajouté moins de nouveaux emplois qu'on attendait. Donc c'est quand même assez étrange de voir que on a le taux de chômage qui baisse alors qu'on a de moins en moins d'emplois qui sont créés. Donc, bon, pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, mais c'est toujours encourageant. Bon, comme je te dis à chaque fois, je ne veux pas voir le taux de chômage augmenter trop haut parce que forcément, ça va appeler à une récession. Et ce qui appelle une récession appelle souvent à des crashs de marché. Donc, même si après, il y aura de l'impression monétaire, c'est toujours mieux de l'éviter. On a également
les jolts. Donc là, ça va vraiment parler des jobs qui vont être dans la construction, qui là sont en baisse depuis maintenant un peu plus d'1 an. On peut voir quand même qu'il y a une contraction au niveau de l'emploi dans les constructions. Donc là, c'est pas hyper positif non plus. Ça prouve vraiment que là, le marché, il se ralentit clairement et que il y a moins de travail. Donc c'est pas hyper positif par rapport à tout ça. Maintenant, tant que le taux de chômage il augmente pas, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien à signaler. Mais ça prouve, mine de rien, que le marché du travail il ralentit, il se contracte, ce qui permet également à faire baisser l'inflation. Et donc, une fois que l'inflation sera contrôlée, peut-être qu'on pourra venir renvoyer avec des taux plus bas pour justement donner un peu plus de croissance à l'économie et faire en sorte que le marché du travail autour notamment des constructions puisse remonter progressivement. Par rapport au rapport des nouveaux emplois du mois de décembre, on peut voir qu'il y a eu, que ça a été revisité plus haut. Donc on a eu 307 000 nouveaux jobs ajoutés, alors qu'il parlait de 143 000. Donc il y a eu 256 000 de plus. Donc intéressant à voir, ça peut aussi montrer la résilience du marché et le fait de pourquoi en fait on a le taux de chômage qui descend actuellement. Allez, maintenant on va parler d'un petit peu de Powell, de ce qu'il a dit aujourd'hui. Et donc, d'après Coin Academy, pas besoin de nous précipiter pour ajuster la politique monétaire. Tant que l'objectif de 2% sur l'inflation ne sera pas atteint, ils vont avoir une politique qui sera restrictive. Donc, on parle ici de quantitative tightening. Donc, ils vont continuer à détruire de l'argent qu'ils possèdent avec des actifs à la Fed, pour faire simple. Et tant que ça reste solide, en fait, il n'y a pas vraiment de raison de ralentir. Et je les comprends tout à fait. En plus du coup de réduire encore une fois la balance sheet de la Fed, eh bien, il a dit qu'ils ne vont pas passer sur du quantitative easing, donc imprimer de l'argent pour acheter, par exemple, des bons du trésor et les conserver à la Fed. Et donc, ça va permettre d'injecter la liquidité dans les marchés. Ils ne vont pas le faire tant qu'ils n'auront pas des taux à zéro. Et ça, en fait, on en avait parlé déjà une fois, parce que pourquoi imprimer de l'argent si tu dois payer des taux d'intérêt dessus? Autant le faire quand tu ne la payes pas. Et vu que c'est eux qui décident des taux d'intérêt, forcément, ils vont imprimer de l'argent à foison. Quand ils seront à 0%, comme ça, ils ne paieront pas d'intérêt sur ce nouvel argent tout frais qui rentrera dans l'économie. Et c'est également ce que nous dit Perevian Bull, c'est que cette année, ils doivent refinancer à peu près un peu plus de 8 trillions de dollars de dette. Donc clairement, s'ils ne baissent pas les taux d'intérêt à zéro cette année, ils ne vont pas pouvoir se refinancer parce qu'à 4,5% de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui va être exponentiel en termes d'intérêt qu'ils vont devoir payer. Avec ce gros haut niveau de dette à refinancer, je vois pas comment en fait ils vont pas baisser les taux d'intérêt cette année. Et il parlait de ne pas baisser plus de 2 fois ou plus d'une fois, je sais plus. Mais quand tu vois ça, ça m'étonnerait qu'ils baissent pas vraiment à zéro. D'un coup, maintenant, la question, c'est comment ça va se passer. Est-ce que ça va se faire en douceur? Est-ce que ça va se faire de manière brutale? Si ça se fait de manière brutale, il y a moyen que les marchés financiers ramassent juste avant. Par contre, par la suite, ça va être quelque chose de très très intéressant. Une injection monétaire comme peut-être le Covid, qui permettra d'aller vraiment chercher des nouveaux sommets et de voir un bull run de malade. Maintenant, c'est l'interrogation qu'on se pose, c'est l'incertitude qu'il y a sur le marché par rapport à ça. Et c'est là aussi, il faut que toi aussi, tu prennes tes décisions par rapport à tout ça, par rapport à tes investissements, par rapport à ton portefeuille. Allez, on va finir avec 3 petits graphiques que j'ai sélectionnés ici. Donc là, on a le Global M2 qui est comparé avec Bitcoin. Donc tu peux le voir, depuis 2013, on a toujours un petit triangle de compression qui se forme avant de venir l'éclater et de voir que le Global M2 va continuer à augmenter. Bon, Global M2, pour te faire simple, c'est tout l'argent qu'il va y avoir dans le monde, et donc c'est en général tout l'argent qui va rentrer dans les assets à risque, etc. Et donc on peut voir qu'en 2019 c'était pareil. 2019-2020, contraction, on casse, on vient retester le triangle et après on repart avec notamment le Covid qui a été un élément déclencheur dans l'impression monétaire. Et ensuite, là on est aussi dans une structure qui se ressemble énormément, dans une contraction qui a été cassée à la hausse, on est venu la retester, on n'est pas encore parti plus haut, mais ça pourrait inciter le fait qu'on pourrait vraiment venir chercher plus haut sur cette courbe du Global 2, avec notamment la Chine qui doit imprimer énormément, qui, de ce que j'avais lu, doivent imprimer jusqu'à 3 trillions de dollars. Ils sont actuellement en train de discuter avec les États-Unis avec les tarifs pour voir un petit peu comment ça va se passer. À mon avis, c'est une négociation qui peut prendre un peu de temps, mais qui, une fois qu'il sera réglé, va permettre à la Chine de pouvoir injecter fortement, et ça pourrait vraiment amener le Global M2 beaucoup plus haut, et donc les assets à risque dans Bitcoin beaucoup plus haut également. On a également un indicateur de top sur ce graphique-là, et il nous montre qu'à chaque fois qu'on est venu vraiment faire des gros excès sur cette charte en noir, eh bien c'était le top du marché. Pour l'instant, on est très très loin. On est plus sur quelque chose qui se rapproche de ça, de monter un petit peu doucement, une fois, 2 fois, tac. Bon, ça se voit un peu plus. Mais ce qu'on veut attendre, c'est vraiment quelque chose qui va aller transpercer le plafond et qui pourrait vraiment nous indiquer qu'on est sur un top avec une euphorie extrême, vraiment des sentiments très forts comme il y avait pu avoir en 2017, comme il y a pu l'avoir en 2021. Donc tant qu'on n'a pas ça,
pour moi, on n'est pas encore au top. Et enfin, pour finir, c'est vraiment une comparaison des cycles, tout simplement, entre 2011-2012, 14-2016, 19-20 et ce bull run-là. Et on peut voir que finalement, on pourrait être au début de ce qu'ils appellent la banana zone. Donc ça, c'est Raoul Pal qui a fait ces graphiques. Il aime beaucoup parler de The Banana Zone. C'est vraiment la période euphorique où tout explose à la hausse. Donc là, si on se calque sur les cycles, pour moi, voilà, en fait, il n'y a pas besoin de parler, hein, c'est très lisible. Et la suite, ça serait une grosse hausse sur Bitcoin pour aller vers où? Bonne question. 200 000, 250 000. C'est la question qu'on se pose. Si tu as une idée, dis-le en commentaire, on pourra en discuter directement. Et on va finir directement aussi avec les graphiques. On va commencer par Bitcoin tout simplement. J'ai revu un petit peu mes graphiques récemment. Mais ce que je voulais te montrer, c'est qu'on va partir sur du monthly. Et là, quelque chose d'assez intéressant que j'ai pu voir. Bon, déjà, sur la clôture de janvier, on peut voir qu'on a une belle clôture haussière. Et c'était la clôture la plus haute qu'on a eue de toute l'histoire de Bitcoin. Et surtout au-dessus des 5 000 $. Donc, c'était la première fois que en mensuel, on clôturait au-dessus des 5 000 $. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est potentiellement un retest des 5 000 $. Donc, à voir comment on va clôturer février. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne clôturer, en tout cas, au-dessus de cette zone-là des 98 000, 99 000, voire des 5 000 $. Ça serait très positif pour la suite. Ça prouverait que les 5 000 $ sont peut-être en train de passer support après avoir été une résistance un peu compliquée à passer, notamment en novembre et en décembre. Bon, pas tant compliqué que ça, puisque ça a été que 2 mois. Maintenant, autre chose intéressante à regarder, c'est qu'à chaque fois qu'on est parti sur un cycle de bull run avec une grosse euphorie comme ça, on n'est pas venu retester l'ATH. Pas venu, en tout cas, avant le bear market. Comme tu peux le voir, en 2018, l'ATH, c'était aux alentours des 20 000 $. Et quand on est venu casser l'ATH en 2020, on est parti directement en ligne droite, on n'est pas venu le retester. On l'a pas retesté une seule fois, et ça c'est plutôt intéressant, en tout cas en monthly je parle. Et on l'a retesté quand ça, on l'a retesté en bear market. Donc potentiellement, là on vient de le casser, et on est en train de partir. Donc moi je suis pratiquement sûr, même si bon on peut pas être sûr dans l'investissement, qu'on ne reviendra pas tester les 74 000 $. Maintenant, tout est possible, surtout il peut y avoir un Black Swan qui se passe, quelque chose d'imprévu, et on pourrait très bien revenir dessus. Mais je pense que on est parti pour aller plus haut. Maintenant, il faut être patient. Il faut attendre aussi que les catalyseurs se mettent en place. Mais à ce niveau-là, je pense que si ça se répète de manière cyclique, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va dézoomer un petit peu. Et sur le côté plutôt daily, on peut voir qu'on est dans ce canal de compression, ce triangle de compression. Et que pour l'instant, on est en train de toucher des deux côtés. Et que potentiellement, on pourrait continuer à revenir s'appuyer sur ce support des 92, 93 000 $, tout en restant aussi dans ce triangle. Tant qu'on ne viendra pas le casser à la hausse ou à la baisse, tout simplement, je pense qu'on va rester à l'intérieur. Donc l'idéal serait qu'on vienne casser, s'appuyer, peut-être repartir tranquillement et aller chercher plus haut, voire peut-être aller casser un ATH. Mais il faut prendre en compte, bien sûr, qu'on peut venir taper ici et venir, liquider tout ce que je te parlais tout à l'heure, avant de repartir et de repartir comme ça. Un peu comme on avait fait en fait lors du dernier range cet été, où comme tu vois, au final, on avait range tranquillement, et puis d'un coup, on est venu faire une grosse mèche de liquidation ici sur le 49 000 $. Maintenant, est-ce que c'était pas celle-là, celle du 3 février, qui a été un petit peu pareil que celle de août? Maintenant, je pense qu'il faudra potentiellement se méfier, parce que il suffit en fait d'un seul événement. Là, en août, c'était le problème avec le Japon. Il se fera juste d'un seul événement et on pourrait venir chercher beaucoup plus bas. Maintenant, au niveau de la Bitcoin dominance, c'est dommage parce qu'on a cassé ces 60% et que maintenant, on est toujours au-dessus. Donc, on a venu réintégrer ce canal, ce biseau ascendant. Donc, tant qu'on est là-dedans, j'ai envie de te dire que Bitcoin, c'est toujours le boss. Hein. C'est toujours le boss et potentiellement, même dans les futures semaines, il pourrait rester très fort. On voulait voir ce que j'avais dessiné en vert. Pour l'instant, on l'a pas. Maintenant, bon, c'est pas terminé. Il faut être patient là-dessus. Mais une fois qu'on aura cette dominance qui baissera, on va pouvoir enfin avoir du bonheur avec les altcoins. En tout cas, pour l'instant, ça pourrait très bien partir, comme je te disais. En fait, avoir que des petites baisses de dominance avec Bitcoin qui reprend, des mini saisons dans ce cycle avec Bitcoin qui respire la liquidité. Vraiment, tel un trou noir. Au niveau d'Ethereum, en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau à te dire là-dessus. On est venu toucher la prédiction que j'avais fait et depuis on est toujours dans ce range et dans ce canal baissier. Donc pour l'instant on s'appuie dessus. Est-ce qu'on va venir casser plus bas pour revenir chercher cette trendline, ou est-ce qu'on va venir enfin chercher plus haut? Toujours de l'incertitude, donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais je peux te dire que s'il y avait une résolution avec la Chine, ça pourrait aller beaucoup mieux, moins d'incertitude et aller chercher plus haut. Au niveau de Solana, pareil, là on est venu s'appuyer sur cette trendline et pour l'instant on la maintient. J'aimerais bien qu'on vienne rechercher ces 200 $ à peu près
et qu'on vienne s'appuyer dessus, ça pourrait être vraiment sympa. Pour l'instant, on est en dessous, donc on pourrait très bien revenir chercher un peu plus bas. Maintenant, tant qu'on n'est pas cherché de nouveaux plus bas, j'ai envie de te dire qu'il n'y a rien à signaler par rapport à tout ça. Au niveau des altcoins, aujourd'hui, on va regarder AI16Z. Et après avoir bien ramassé, là, je te disais que l'idéal, ça serait de rentrer dans la Golden Pocket et de pouvoir commencer à accumuler. Ben, en fait, on peut voir que lui, il n'a pas voulu faire ça. Il a préféré faire ça et potentiellement commencer comme ça avant de repartir. Donc, est-ce que c'est la bonne période pour commencer à accumuler du AI16Z? Ça, c'est à toi de le voir. Maintenant, on a des prix qui sont plutôt intéressants. Attention quand même, quand même parce qu'il a fait plus 40% à une journée. Donc, en général, quand on fait une aussi grosse bougie, c'est pas le meilleur moment pour acheter. Il pourrait y avoir une petite correction. Maintenant, ça, c'est à toi de voir aussi avec ton risk management, comment tu veux le jouer. En tout cas, c'est un projet qui est très solide. On est en train de préparer une analyse dans le groupe privé. Elle va sortir courant février. Donc n'hésite pas de nous rejoindre si jamais tu veux y avoir accès. Au niveau de Fartcoin, alors là on est plus sur du memecoin IA. Le plus gros memecoin IA, j'ai envie de te dire même. Et on va essayer de voir un petit peu comment il se positionne. En tout cas au niveau du Fibo, il est un peu comme AI16Z, il a bien retracé. Il commence à faire des patterns assez intéressants également. On peut voir qu'on dirait qu'il a trouvé un bottom pour l'instant en tout cas. Est-ce qu'il y a une trendline assez sympa à venir positionner? On va essayer de regarder ça de suite. On peut voir, ouais, si on prend ici, on est en train de venir casser. Maintenant, pareil que AI16Z, en fait, moi j'aimerais bien voir quelque chose qui s'aplatit comme ça, avant peut-être de repartir et peut-être commencer à DCA dans cette zone-là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est un projet qui a eu pas mal de hype. Maintenant, à voir il continuera à avoir de la hype. C'est un même coin, donc attention, ça peut être très dangereux également. Mais c'est un projet qui peut être sympa. Donc à toi de voir ce que tu veux en faire. Au niveau de Tao, bon là j'avais une analyse qui était déjà faite. Et pour l'instant, on est en train de un petit peu respecter tout ça. On est venu rechercher la trendline ici. Donc si on n'arrive pas à clôturer au-dessus et la casser, je donne pas cher de Tao qui puisse revenir chercher ici. Et pourquoi pas ensuite la casser et pour repartir peut-être plus tard. Donc Tao, il est sur des zones plutôt intéressantes. On parle du leader, de l'IA, de l'infrastructure sur l'IA. Donc, franchement, c'est un projet très intéressant. On a fait une analyse également dans le Discord. Donc, rejoins-nous. Et on va finir avec Kaspa. Et ensuite, on regardera PP. Et Kaspa, on peut voir qu'il a pas mal ramassé ces derniers temps. Et qu'il se retrouve dans une zone plutôt intéressante, la Golden Pocket, tout simplement. Il pourra très bien venir chercher plus bas. Il est venu chercher les 0,786. Mais en tout cas, on est sur des zones d'achat qui sont intéressantes. En tout cas, si tu crois en ce projet, je te laisse regarder de ton côté ce qu'il en est. J'avais fait une petite prédiction qui s'est pas avérée bonne, ça arrive. J'avais dit qu'il fallait pas qu'il vienne faire de plus bas de plus en plus bas, et bien il a fait un plus bas de plus en plus bas. Donc là en fait ça s'inverse. On est plutôt sur, hop, là on a un plus haut, là on a un plus haut de plus en plus bas, et là on commence à faire un plus haut de plus en plus bas encore. Et donc là on a un plus bas et un plus bas de plus en plus bas. Donc l'idéal sera de venir faire un plus bas de plus en plus haut pour essayer d'inverser cette tendance. Et en termes de trendline, on pourrait très bien tracer ça hop, comme ça. Tant qu'on ne viendra pas la casser, tant qu'on restera en dessous, on pourra très bien venir chercher beaucoup plus bas. Mais ça reste un projet qui est beaucoup apprécié, notamment par les mineurs. Donc je pense que ça pourra se relever. Maintenant, il faut des conditions de marché qui soient bien meilleures. Et enfin, pour finir avec PP, là j'avais une prédiction depuis juillet qui était plutôt pas mal. Ça a bien respecté. On a eu cette hausse, mais on n'avait pas la descente. Dommage. Maintenant, on est sur des zones qui se rapprochent de cet été. Donc, PP, ça reste l'un des leaders des meme coins sur le réseau Ethereum. Donc, clairement, c'est un meme qui a une culture folle. Donc, ça reste intéressant. Maintenant, à toi de voir aussi si tu veux jouer les meme coins. On est sur des zones d'achat qui sont intéressantes. En sachant que depuis cet été, on était venu chercher plus 3,5. Donc, c'est pas négligeable sur une capitalisation pareille. Donc, voilà, c'est terminé pour cette revue de presse. J'espère qu'elle t'a plu et en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, ça aide beaucoup à développer la chaîne, donc t'en serai éternellement reconnaissant. Également, n'hésite pas à télécharger la formation gratuite, elle est dans la description, elle est en haut à droite, tu as juste à scanner le QR code et te la procurer, c'est cadeau. Et aussi si tu veux nous rejoindre sur Discord, tu as tous les liens en description, tu peux rejoindre le Discord gratuit, venir discuter avec nous, ou alors rejoindre le Discord VIP et venir accéder à ces revues de presse. Là, on va terminer cette revue de presse publique et on va passer sur la revue de presse avec les membres du groupe. Et on va parler de pas mal de choses également, dont notamment cette guerre des tarifs, de liquidité. Et je répondrai à toutes les questions des membres. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse et à samedi pour une nouvelle vidéo.